Voilà, on vient tous de regarder Les Fils de l'Homme, qui dépeint un monde en crise avec des migrants, une façon de les accueillir. Et on va du coup avoir un débat autour de ces flux migratoires. Et le débat s'appelle Réfugiés climatiques, quelles frontières dans un monde en crise. Donc j'ai la chance d'avoir 3 invités. Et je vais les inviter à se présenter, car ils le feront beaucoup mieux que moi. Bonsoir à toutes et tous. Donc moi je m'appelle Moira Andreu. Je suis là avec plusieurs casquettes parce que je suis intéressée depuis plusieurs années par les questions environnementales et sociales au sens large. Comme ces deux thématiques qui sont très liées, on va le voir ce soir notamment. Donc j'ai fait des études en droit de l'environnement, je suis investie dans les énergies renouvelables et à côté de ça j'ai un investissement bénévole auprès de la CIMAD. Où j'ai fait depuis un peu plus de 2 ans partie de l'équipe sensibilisation. On reviendra dessus un peu plus tard. Bonsoir, moi je m'appelle Samuel Delépine, je suis universitaire, je suis maître de conférence en géographie sociale à l'université d'Angers et je travaille au niveau de mes recherches depuis des années maintenant sur les migrations. J'ai fait ma thèse en Roumanie auprès du public rom. Par extension, je me suis intéressé aux Roms en situation de migration, sujet bien connu dans l'agglomération nantaise. Puis sur les migrations en général, et donc je fais partie de plusieurs projets de recherche sur le sujet, notamment au niveau de l'accueil, au niveau local. Je m'intéresse beaucoup à aux notions d'hospitalité et d'engagement. Et je co-dirige une licence professionnelle qui forme des futurs travailleurs sociaux, intervenants sociaux sur l'accompagnement des migrants, on va dire. Et j'anime plusieurs cours sur la géopolitique des migrations. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bonsoir à toutes et tous. Donc moi, je suis Elodie Martin. Donc comme Moira, je suis à la CIMAD, où moi, du coup, j'y travaille. Je ne suis pas bénévole, donc je suis chargée de projet régional au niveau de la région Bretagne-Pays de Loire, où j'étais avant dans le Grand Est. Ça fait maintenant 8 ans que j'y travaille. Et alors sur le sujet, en tout cas, sur le sujet à la fois environnement et aussi droits humains, en fait, depuis toujours, je me suis intéressée à ces deux sujets, un peu comme Moira d'ailleurs, où effectivement, on pense que c'est intrinsèquement lié, les deux sujets. Et à l'époque, quand j'ai dû choisir mon Master 2 en droit, j'ai beaucoup hésité entre droit de l'environnement et droits humains. J'ai finalement choisi droits humains, parce qu'il faut bien choisir à un moment donné. Mais je m'étais toujours promis qu'à côté professionnellement, de m'engager au niveau des droits humains, je m'engagerais également sur tout ce qui est environnemental. Et donc, c'est pour ça que j'ai les deux volets, à la fois activiste et militante dans l'environnement et aussi militante dans les droits humains. Voilà. Merci beaucoup. Pour commencer, une question en lien avec le film. Qu'est-ce que vous avez pensé du film et quels sont les messages que le réalisateur, pour vous, a essayé de faire passer? Bon, si on reste dans cet ordre, je vais commencer. Moi, je trouve que c'est un film qui est un peu trop réaliste et que sous couvert d'une dystopie, on nous renvoie à beaucoup de questions qui se posent dans notre société. Et notamment sur la question migratoire, parce que c'est pas mal ce dont on va parler aujourd'hui. On n'est pas forcément aux extrêmes qu'on voit dans le film, mais il y a quand même beaucoup d'images qu'on peut voir dans la vraie vie. Et notamment tout un travail pour déshumaniser l'ennemi, comme on le voit là, l'ennemi. Voilà, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'écho avec ce qu'on voit aujourd'hui à Calais, à Paris, à Nantes, etc. Donc je pense qu'il y a un vrai message sur interroger notre propre fonctionnement en fait, et notre propre société aujourd'hui. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de parallèles qui sont faits pour nous interroger sur comment on vit ensemble et comment on reçoit les personnes qui fuient des crises autour. Voilà, en quelques mots. Oui, moi aussi, en quelques mots très rapides, la même chose. Mais je pense que c'est pour tout le monde pareil. On voit beaucoup de sujets dans ce film qui font écho à des choses qu'on peut vivre aujourd'hui. Donc c'est intéressant. Évidemment, c'est quand même très apocalyptique. On a envie d'être, même si les sujets sont graves aujourd'hui,
même si ça fait résonance, comme tu dis. On a quand même envie d'être un petit peu positif, je ne sais pas comment le dire, mais on a envie d'espérer qu'on puisse trouver, avant d'aboutir à des extrêmes comme celle-là, qu'on puisse faire mieux. Mais effectivement, ça fait écho. Il y a beaucoup de sujets. On va en parler. Alors moi, j'ai été particulièrement scotchée par le film, à la fois, comme vous le disiez tous les deux, hein, par le réalisme et également par les plans séquences qui sont quand même assez dingues dans le film. Ils sont impressionnants, je pense que vous avez dû les voir aussi. Et c'est vrai que voilà, il y a tous les parallèles qu'on peut faire sur la criminalisation des personnes réfugiées, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, la criminalisation des personnes qui les aident aussi, puisque on le voit peut-être pas comme là c'est dit dans le film, mais effectivement c'est déjà le cas, hein, vous l'avez vu avec les délits de solidarité. Donc effectivement les rapports avec notre société sont quand même bien criants et rendent le film beaucoup plus pertinent, parce qu'on se dit mais je vais regarder quand c'est qu'il avait été réalisé. C'est quand même 2006, donc on se dit ah oui quand même, en fait c'est 16 ans avant. Enfin, ça fait un peu peur. On se dit que c'est peut-être le moment là où il faut changer de paradigme et peut-être faire autre chose, parce qu'en fait, ça rend le film pertinent, mais aussi très effrayant quand on voit ce qui se passe là aujourd'hui en 2022. Donc voilà, moi j'ai trouvé le film super, et juste moi j'aurais un petit bémol, je trouve qu'il n'a pas assez exploité la partie des deux mondes en fait, mais c'était peut-être pas le cas en 2006. On l'a vu quand il va chez son cousin, en fait, il y a ce monde vraiment le monde où tout est beau, tout est vert, monde de riches, quoi, clairement. Et ça, je trouve que c'est pas assez exploité. C'est un petit peu insinué, mais voilà, peut-être que ça aurait été plus pertinent aujourd'hui. Enfin, si le film était sorti aujourd'hui. Et sur les messages qu'on peut extraire, il y en a plusieurs, mais je pense que c'est l'espoir avant toute chose. C'est le grand message qu'il a voulu nous dire. Voilà. Merci. Alors, avec cette touche d'espoir, dans le film, on voit également qu'il y a des problèmes de fécondité. Il y a pas mal d'associations ou d'organisations non gouvernementales qui font des prédictions de démographie d'ici 2050, d'ici 2100. On sait que le Lancet dit que d'ici 2100, on serait aux alentours de 6 à 9 milliards. Bon, ça fait une grosse fourchette. L'ONU table plus sur 10. Hier, on avait un débat pendant lequel on a pu entendre ce chiffre de 10 milliards qui serait atteint d'ici 30 ans à peu près, et que c'était sûr et certain. À quel point il est compliqué aujourd'hui de savoir combien nous serons dans 30 ans ou dans 70 ans? Peut-être une question pour Samuel. Peut-être une question pour Samuel qui ne va pas répondre. Non, mais ce qui est intéressant, c'est comme sur combien de réfugiés climatiques, puisqu'on les appelle à tort comme ça, ou de migrants environnementaux, il y aura dans 10, 20, 30 ou 50 ans, on n'en sait rien. Il y a encore 10 ans, les projections étaient sur 12 milliards d'habitants en 2050. Donc là, ça réduit. 6 à 9 milliards en 2100, on n'en sait rien. Les questions démographiques, elles se posent justement dans ces contextes-là, puisque ça va être le sujet de migration, de climat. Mais moi, ça me fait penser à ce que je dis à mes étudiants, et ce que disent certains géographes. Pourquoi ça nous intéresse, ces chiffres? C'est comme sur les nombres de migrants. Pourquoi ces projections? Pour anticiper, alors on va en parler plus tard, si c'est pour déjà anticiper une adaptation à certains phénomènes, pas migratoires, j'entends, pourquoi pas. Enfin, c'est toujours très intéressant de savoir. Il y a une géographe qui s'appelait Françoise Dureau qui disait ça. Hein, compter, mais pourquoi compter? Finalement, voilà. Bon, si on dit qu'on est 10 milliards en 2070, ça va nous... C'est pour se projeter, c'est pour s'inquiéter, c'est pour se dire oh là là, 10 milliards, ça veut dire des tas de gens qui seront susceptibles de migrer, donc il faut faire attention. Donc, pour certains, c'est ça. Donc voilà. Donc j'ai pas la réponse, on verra bien. Mais la question, c'est plutôt si on compte, pourquoi? Et du coup, tu veux intervenir?
Ouais, enfin juste j'aurais pu. Ouais, mais je partage complètement ce raisonnement et je pense aussi que, on peut dire aussi sur la question des projections et notamment tout ce qui est environnemental aujourd'hui. C'est compliqué de faire des projections, notamment parce qu'on essaye de les faire en se basant sur ce qui a existé avant. Or, cette méthodologie, elle ne fonctionne pas avec les questions, avec les sujets qu'on a, parce que c'est quand même très inédit d'avoir 1, 2, 3 degrés en plus, et du coup des conséquences qui sont énormes. Et je te rejoins complètement sur, en fait, peu importe combien on sera. Ce qui est sûr, c'est que dès aujourd'hui, il y a des sujets et qu'il ne faut pas attendre d'avoir des chiffres encore plus flippants pour changer nos modes de comportement et s'interroger sur comment vivre ensemble, quoi. Alors pour qu'on parte tous sur les mêmes bases, je vais vous demander de donner quelques définitions de termes. Dans le titre, on entend réfugiés climatiques, on parle donc de réfugiés, on parle de migrants, politiques, climatiques, environnementaux. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés de manière à ce que tout le monde puisse comprendre à la même échelle le débat qu'on va avoir? Je peux y aller. Du coup, effectivement, déjà un peu en prémisse sur les mots et la terminologie, je voudrais vous mettre votre vigilance quand même aussi sur les mots. Ils ont un sens. Les mots, ils ont toujours un objectif. Et le fait de les connaître et de savoir comment on les utilise, en fait, c'est hyper important parce que dans les médias, etc., en fait, on nous bourrine de plein de mots qui ont beaucoup de sens et qui sont jamais neutres. Donc en tout cas sur les mots qu'on peut aujourd'hui entendre, on entend par exemple le mot migrant ou migrante. Donc c'est une personne qui part de son pays pour aller vivre ou s'installer durablement dans un autre pays dont elle n'a pas la nationalité. Donc déjà ça pose. Donc il y a plusieurs raisons de migrer en fait. Il y a des raisons politiques, des raisons économiques, des raisons climatiques, des raisons familiales. Voilà, il y a diverses raisons qui sont pas juste, qui sont multifactorielles pour la plupart. On pourra en revenir sur le dessus. Après, il y a tout ce qui est notion de, donc il y a les demandeurs d'asile. Donc un demandeur d'asile, c'est une personne qui du coup vient demander protection à un État pour justement parce qu'il craint ou il a subi des persécutions ou qu'il craint d'en subir. Donc en France, quand on demande l'asile, en fait, on va le demander à l'OFPRA, qui est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Et si là, on a été débouté, donc on nous a refusé l'asile, à partir de là, on peut faire un appel devant la Cour nationale du droit d'asile. Mais si on ne l'a pas, effectivement, à partir de là, on devient sans papier ou en situation irrégulière. Après, il y a effectivement tu disais, le statut réfugié climatique, c'est le nom du titre. En tout cas, la personne qui est réfugiée climatique, c'est qu'on lui accorde une protection. C'est un statut qui est régi par la Convention de Genève de 1951. Donc c'est un statut juridique. Et donc effectivement, à partir de là, quand la personne a obtenu ce statut de réfugié, elle est autorisée à vivre sur le territoire français. On peut entendre aussi dans les médias souvent le mot clandestin. Alors c'est souvent utilisé dans les médias et aussi par une frange plutôt droite, extrême droite, au niveau politique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un clandestin, c'est une personne qui s'est soustrait à l'administration ou au pouvoir public. Donc en fait, il est utilisé à tort et à travers ce mot dans la mesure où en fait, nous, en tout cas à la CIMAD, toutes les personnes que l'on voit qui sont sans papier, elles ne se soustraient pas à l'administration. Elles sont connues en fait sur tout leur parcours migratoire. Donc en fait, quand on utilise, et ce que je vous disais sur le choix des mots et le sens, c'est hyper important d'être hyper vigilant aussi par rapport à ça, parce qu'il y a un sens à tout ça. Et c'est pour justement d'utiliser ce mot clandestin, c'est pour un peu nous commencer à nous habituer à des mots qui criminalisent, parce que quand on entend clandestin, on se dit forcément c'est quelqu'un qui a fait... Qui a fait quelque chose de mal, qui a fait un délit. Donc ça, c'est important de l'avoir aussi en tête. Et nous, en tout cas, à la CIMAD, le terme qu'on utilise le plus et pour lequel on prône en tout cas ce terme, c'est le terme exilé. C'est une personne qui est contrainte de fuir son pays. Donc, et quand tu parlais de réfugiés, pour revenir un peu sur le titre très rapidement, réfugiés climatiques, en fait... c'est là-dessus, oui. Faut juste que tu colles bien le micro à ton menton. Ah, pardon.
Ouais. Merci. C'est que je veux pas vous faire des grésillements. Mais oui, pour revenir un peu sur le titre, réfugiés climatiques. Donc nous, à la CIMAD, on serait plutôt partant pour exilés ou migrants environnementaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, le statut de réfugié, c'est un statut juridique. Et aujourd'hui, il n'y a pas de statut pour les migrants qui, du coup, partiraient du fait de raisons climatiques ou environnementales. Et par ailleurs, juste le mot climatique, ça fermerait en fait des portes, puisque de toute façon, aujourd'hui, on sait que c'est plutôt sur l'environnement, parce que ça engloberait en tout cas, à la fois, si on parle d'environnement, on engloberait à la fois le climat, donc tout ce qui a en rapport avec le climat, on fuit parce qu'il y a une catastrophe naturelle, il y a le réchauffement climatique, etc. Mais également, surtout le volet, tout ce qui est lié à l'activité anthropique, donc humaine, sur nous et sur tout ça. Voilà. Ouais, moi je vais rebondir rapidement. Merci pour ces précisions. Je pense qu'effectivement c'est important de clarifier les termes. Et pour revenir déjà rapidement sur la question des terminologies, que ce soit un réfugié. Aujourd'hui il y a une distinction au niveau du droit sur les réfugiés politiques et économiques notamment. Et donc aujourd'hui, demain il y aurait peut-être une distinction entre économique et environnementale. Or, c'est très inopérant parce que, comme tu l'as dit, il y a souvent plusieurs raisons de migrer. Et dans les questions climatiques notamment, souvent on va migrer pour plusieurs raisons. L'économie et l'environnement, par exemple, peuvent se lier. Si je suis agricultrice, je fais de l'agriculture de subsistance. Demain, il y a une catastrophe naturelle, je ne peux plus exploiter. Je suis déplacée environnementale, mais aussi économique. Donc voilà, je pense que c'est aussi la limite de ces distinctions. Et pour revenir rapidement aussi sur le choix des mots, je pense qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup ces mots, notamment le mot migrant, qui a pris une connotation négative, alors qu'en fait, comme tu l'as dit, c'est juste aller vivre à l'étranger. Donc là-dessus, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui partent vivre à l'étranger, notamment beaucoup d'Occidentaux qui partent dans les pays du Sud, qu'étonnamment, on n'appelle pas migrants, mais plutôt expatriés, ça fait plus classe, et pourtant, c'est la même réalité, en fait. Avec peut-être une petite notion, une petite nuance, souvent, c'est que quand on va du sud au nord, souvent c'est plus par contrainte que dans l'autre sens. Donc voilà, peut-être interroger aussi ce vocabulaire. Et juste pour finir aussi sur cette question du choix des mots, parce qu'on entend beaucoup parler de crise migratoire, quelque chose qui fait très peur. Et en fait, je pense que c'est un vocabulaire qui est très biaisé, qui n'est pas utilisé par n'importe qui d'ailleurs, et qui veut renvoyer l'émigration comme un problème à résoudre, une crise, quelque chose de temporaire qu'il faut régler. Or c'est nier que l'émigration, c'est quelque chose de naturel, de structurel, qui existe depuis toujours. Voilà, donc encore une fois, interroger ce vocabulaire. Et je m'arrête là. Ouais, je voudrais faire la synthèse, en fait. Alors, les migrations structurelles, les déplacements des hommes existent depuis toujours. Les migrations dites structurelles, ça date de la révolution industrielle, en fait. Le monde dans lequel on est aujourd'hui sont liés à la mondialisation. Juste sur réfugiés, je voulais dire, il y a deux définitions du réfugié. Il y a la personne qui a un statut, et donc cette personne a un statut de réfugié, elle a obtenu le droit d'asile ou que ce soit. Ces gens-là, c'est même pas 10% des personnes qu'on appelle migrantes dans le monde, qui sont à peine 300 millions. Et puis, il y a la définition du Haut Commissariat aux réfugiés, pour qui toute personne qui fuit une guerre, par exemple, est de fait réfugiée, même sans statut. Par exemple, en ce moment, au Liban, en Turquie, pour les Syriens, dans les camps, le HCR va parler de réfugiés. Donc ça se distingue de la définition d'une personne qui aurait obtenu un statut. Et puis, réfugié climatique, en fait, ça n'existe pas. Au moment où on se parle, dans la Convention de Genève, vous pouvez obtenir un statut de réfugié parce que vous fuyez une guerre, parce que, à cause de votre orientation sexuelle, votre origine ethnique, pour vos idées politiques. Mais à ce jour, on n'obtient pas de protection dans un État ou un autre parce qu'on fuirait une catastrophe naturelle. Et effectivement, tout se recoupe. Donc il y a les catégories du droit qui sont potentiellement bloquantes. Réfugiés, demandeurs d'asile, mineurs non accompagnés. Ça, ce sont les statuts, des catégories juridiques. Et puis il y a tous les autres termes, un peu plus englobants, un peu plus flous, comme tu disais.
migrants, exilés, même étrangers. Étrangers, ça flirte avec les deux notions. Voilà. Alors du coup, on a vu que dans les conventions, les réfugiés environnementaux n'existent pas aujourd'hui. Et à quel point il est difficile de faire évoluer justement les conventions pour aller donner ces notions-là, les intégrer dans les conventions. Je peux répondre. Alors effectivement, dans la convention, il y a plein de débats. Hein, c'est pas du tout nouveau. Au départ, ils se sont dit pourquoi pas réviser la convention de Genève, donc celle qui accorde le statut de réfugié. Et en fait, il y en a eu plein qui ont dit mais attention, 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 elle est déjà pas respectée en fait cette convention au niveau mondial et notamment aussi par la France à certains égards. Et en fait, on ouvre une boîte de Pandore. Si on révise une convention, après, beaucoup d'États ne re-signeraient probablement pas cette convention, alors qu'ils l'ont signée. C'est une convention d'après-guerre, hein, donc 1951. Aujourd'hui, ils ne la re-signeront pas, pour beaucoup. Donc effectivement, éviter d'aller réviser cette convention. Après, il y a d'autres débats sur effectivement la création d'un nouveau statut par une nouvelle convention, et pourquoi pas. Après, moi, il y a toujours cette limite-là de toujours catégoriser en fait les personnes et vouloir les catégoriser alors qu'on l'a déjà dit là, déjà un petit peu dans le début du débat. Les personnes, elles fuient pour multiples raisons en fait, et toujours vouloir mettre les gens dans des cases, il y a un cadre de pensée dichotomique qui nous enferme en fait. Les personnes, si elles migrent, c'est pour une raison légitime. Donc, de fait, pourquoi pas, mais avec certaines limites sur cette catégorisation. Ok, donc on a vu que les mouvements sont un phénomène qui existe depuis toujours. Quel est aujourd'hui l'état des lieux à l'échelle internationale? On se concentrera sur la France un petit peu plus tard. Et est-ce qu'il y a des types de migrants? Voilà. Alors, vous venez de dire que c'est difficile de le catégoriser, mais justement, on va rentrer dans le sujet. Et également, quel est le coût de migrer? Parce qu'on parle de migrants, mais quel est le coût? Alors, bien sûr, on pense tout de suite au coût financier quand on parle de coût, mais dans le coût, il y a également le coût physique et le coût moral. Voilà. Quel est l'état des lieux aujourd'hui à l'échelle du monde? Oui, alors moi je vais revenir sur cette idée que l'immigration existe depuis toujours et que finalement on est dans un mouvement, un processus quasi naturel de l'être humain à se déplacer. Oui, d'accord, mais puisqu'il est question de où est-ce qu'on en est aujourd'hui, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Les migrations telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est pas les déplacements des gens au néolithique il y a plusieurs milliers d'années, hein, où c'est pas les grandes conquêtes d'Alexandre le Grand, etc. On est quand même dans un système migratoire qui est directement lié à la mondialisation. D'ailleurs, ça entraîne plein de paradoxes sur le plan politique et des idées politiques pour ceux qui parlent de migration ou qui souhaitent les contrôler. Donc déjà ça c'est un premier élément. Hein. Les migrations telles qu'on les connaît, c'est les migrations du XXe siècle en fait, hein, qui poussent des gens à se déplacer principalement pour des raisons économiques. Et donc de ce point de vue-là, ça ne change pas beaucoup. Il y a des conjonctures, il y a des guerres. Évidemment, les gens ne quitteraient pas l'Ukraine aujourd'hui ou n'auraient pas quitté la Syrie s'il n'y avait pas eu la guerre. Vous pourriez me dire ça. C'est quand même pas ça, c'est conjoncturel. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, le schéma global reste structurel dans ce système mondialisé. Donc finalement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a 3,5% des humains à la surface de la planète qui sont en situation de migration. Et cette proportion-là, elle n'a jamais bougé. Aujourd'hui, on est à 3,5. C'est vrai qu'avant 2010, on était à 3,2. Bon, il y a une légère augmentation. Donc, alors en nombre absolu, c'est plus, mais ça n'a jamais bougé parce que c'est un système fonctionnant. L'immigration, c'est un système structurel. Donc voilà dans quoi on est, entre 260 et 300 millions de personnes qui sont dites en situation de migration, c'est-à-dire des gens qui ont franchi au moins une frontière hors de leur pays pour une période d'1 an. Donc, et à l'échelle française, tu parlais de crise migratoire, crise pour qui?
Je reviens sur les chiffres. Moi, c'est un peu mon obsession, ça. Non pas comme certains politiques, mais parce que, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à l'échelle française, il n'y a pas de flux migratoire plus important que ce qu'il n'était. Alors, il y a eu 2015, c'est vrai, qui d'ailleurs a beaucoup marqué émotionnellement, mais on n'est pas dans des vagues migratoires ou je ne sais quoi particulièrement importantes. Alors, on est marqué par ce qui se passe en Méditerranée, c'est évident, parce que ça, c'est quand même très marquant, et notamment sur le plan humain. On est bien d'accord. Mais voilà, la situation, elle n'est pas exceptionnelle sur le plan migratoire. Puis ça m'embête toujours de dire ça, je vous le dis très franchement, ça m'embête toujours d'avoir ce discours quasiment de dire il n'y a pas tant de migrants que ça. Moi, à la limite, non, je tiens à le dire, parce que c'est vrai qu'on est toujours en train de se justifier qu'il n'y a pas tant de migration. Je viens de le faire moi-même, le pourcentage est toujours le même. Bon, c'est un peu l'objet du film, et quand bien même, si on passe à 10%, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, ça va être ça les questions futures, quoi. Ouais, merci. Enfin, je partage, je ne vais pas paraphraser, tu as très bien dit ce que j'aurais dit aussi. Moi, pour la suite de la question, un peu du coup, sur la question des profils types, déjà, il n'y en a pas, clairement, parce qu'en fait, on parle de plein de gens différents, de plein de pays différents, pour plein de raisons. Donc il n'y en a pas. Par contre, si on veut s'intéresser un peu, je pense à la question des migrants au sens médiatique, et sur le coût, parce que tu demandais, t'interroger là-dessus. Alors le coût financier, clairement, il est important. C'est cher, c'est très cher de migrer, c'est plusieurs milliers d'euros pour venir en Europe, de l'Afrique par exemple. Donc c'est réservé, c'est un privilège de riche, clairement. On entend beaucoup dire, beaucoup de gens qui ont peur qu'il y ait la misère du monde qui viennent en France. C'est pas le cas. Les gens précaires, les gens pauvres, sur n'importe quel continent, restent d'ailleurs dans des situations de catastrophe. Ça se voit. On voit dans les ouragans, etc. C'est les pauvres en fait qui restent. Donc déjà, premier point, le coût financier, il est important. Et le coût moral surtout. Je pense qu'on peut rappeler que migrer, ça veut dire s'arracher à son pays, ses proches, sa vie, ses repères, etc. Donc c'est forcément quelque chose de difficile et de douloureux, d'autant plus quand c'est contraint. Et d'autant plus quand on arrive, en France, il y a beaucoup, c'est exactement ce qu'on voit sur le terrain, beaucoup de gens qui sont très traumatisés par ce qui se passe quand ils arrivent. Souvent, la France ou l'Angleterre, c'est vraiment ce qui est attendu, c'est un peu l'espoir, quoi. Et ils arrivent, en fait, il y a énormément de violences policières, énormément de problèmes d'hébergement, beaucoup de gens qui sont très, très marqués par le fait de devoir vivre à la rue, dans des camps, dans des tentes qui sont délogées le matin par la police. Avec beaucoup d'isolement, on n'a pas forcément du réseau en fait quand on arrive en France et qu'on connaît personne. Ça demande en plus de repartir de zéro, d'apprendre une langue, des codes, etc. Donc c'est forcément c'est dur quoi. C'est super dur. Ensuite, quand on a des papiers, il faut faire ses preuves parce que quand même c'est différent que si on avait eu ses diplômes en France par exemple. Voire il n'y a pas de reconnaissance de diplôme, donc on recommence. Moi, quand j'étais en études de droit, il y a une nana qui avait une quarantaine d'années, qui était avocate au Chili. Qui repartait en licence parce que ces diplômes n'existaient pas en France. Et quand on n'a pas de papier, on a peur de se faire arrêter et on vit dans l'angoisse. Donc voilà. Et tout ça en étant stigmatisé et en étant accusé de beaucoup de problèmes, soi-disant. Donc voilà. Donc le coût moral, clairement, il est vraiment énorme, généralement. Élodie et Moïra, vous êtes vraiment sur le terrain. Quelle est la réalité en France et quelles sont les actions de la CIMAD? La réalité de terrain, en tout cas aujourd'hui en France, sur les politiques migratoires, elles sont de plus en plus dures. Il y a un empilement de réformes, enfin, des multiplications de réformes, un empilement de lois qui n'ont ni sens, ni sont irréalisables pour la plupart, en fait, avec des arsenals juridiques aux préfectures, à la police, pour effectivement de plus en plus bannir les personnes, essayer de les expulser au fur et à mesure, mais surtout de les mettre dans des zones de non-droit, en fait. Parce que pour beaucoup, en fait, elles ont des droits, mais il y a aussi, via ces politiques toutes kafkaïennes, en fait,
On voit beaucoup de personnes qui aujourd'hui, par exemple, à travers la dématérialisation des procédures de demande de titre de séjour, en fait, depuis le Covid, toutes les préfectures ont fermé plus ou moins leurs portes et donc ont mis tout en place pour que les personnes se débrouillent pour soit prendre un rendez-vous, mais il n'y a jamais de créneau, donc pour faire des demandes de titre de séjour, donc elles ont des droits pour le faire. Ou soit effectivement pour déposer des demandes avec un jargon administratif absolument infâme. Tout ça est fait pour justement absolument bloquer l'accès aux droits des personnes. Et donc on voit, nous à la CIMAD et dans nos permanences, en tout cas, de plus en plus de personnes qui n'en peuvent plus en fait. Et nous aussi, par ailleurs, militants qui les accompagnons dans leur démarche et dans l'accès aux droits, en fait, on est face à des murs véritablement. Et c'est de pire en pire. Et je ne sais pas si tu veux compléter sur la réalité de terrain, Moira, et puis je pourrais parler de la CIMAD. Ouais, très concrètement, il y a plusieurs activités. Le plus gros, c'est vraiment des permanences d'accès aux droits, donc avec des personnes, ce que tu disais, qui viennent et qu'on accompagne, qu'on conseille en fait dans comment faire pour être là légalement, comment renouveler son titre de séjour, etc. Il y a aussi une énorme activité sensibilisation. Du coup, je vais m'attarder rapidement là-dessus. L'idée ici, c'est vraiment ça porte bien son nom, de sensibiliser, d'informer, d'aller casser beaucoup de clichés, de préjugés qu'on peut entendre. Donc il y a des événements dans les bars, des événements dans l'espace public. On aime bien cette idée de se réapproprier l'espace public pour en faire un lieu où on ne va pas que consommer, mais en faire un lieu un peu politique où on va échanger. Donc on fait des actions notamment de porteuses de parole qui consistent à aller s'interroger en commun avec les personnes sur des questions de société. Donc, qu'est-ce que l'hospitalité, etc. Qu'est-ce qui pousse à partir de chez soi, à quitter son pays. Et c'est vraiment, l'idée, c'est pas d'aller prêcher sa paroisse, si je peux le dire comme ça. C'est vraiment d'aller échanger, en fait, et de s'interroger entre citoyens, citoyennes sur des questions qui concernent un peu tout le monde, sur comment vivre ensemble. Et l'idée, c'est justement aussi de faire ensemble, de pas que entre bénévoles. Et donc, il y a vraiment une action pour faire des choses avec les personnes étrangères, et notamment dans le cadre de nos festivals qui s'appelle Migrants en Scène, qui est un festival qu'on fait tous les ans, qui aura lieu en novembre et jusqu'à début décembre cette année, où il y a tout un travail. On fait cette année une chorale, comme l'année dernière, une chorale avec à peu près 50% de Nantaises d'ici et Nantaises d'ailleurs. Et l'idée, c'est de se retrouver en fait à travers le chant pour juste des moments de vivre ensemble et de plaisir. Et il y aura un super spectacle le 3 décembre, si vous voulez, pour la clôture des Migrants en Scène. Je te laisse finir sur nos activités. Bon, très rapidement, pour la CIMAD, moi je l'appelle la vieille dame, parce qu'en fait c'est une association qui est née en 1939, donc on a fêté ses 80 ans il y a 2 ans maintenant. En fait, la CIMAD, ça veut dire Comité intermouvement auprès des évacués. En fait, c'était les évacués d'Alsace-Lorraine. Cette asso, elle est née en Alsace, et notamment par des femmes qui l'ont montée, des femmes courageuses qui ont voulu résister en fait face à l'arrivée nazie, face à l'arrivée des Allemands en Alsace. Et donc, quand la CIMAD est intervenue dans les camps d'internement dans le sud-ouest de la France, le camp de Gurs et du Récébédou, et à partir du moment où ils ont compris ce qui s'y passait, en fait, comment les personnes allaient être déportées en Allemagne pour aller dans des camps d'extermination, en fait, la CIMAD est rentrée en résistance à ce moment-là. Et donc, a essayé, par les moyens qu'elle avait, d'apporter une assistance et de l'aide dans l'intérieur des camps, et aussi parfois, quand elle y arrivait, de sortir des gens du camp. Et aussi, il y a eu tout un moment où ils ont effectivement, parce qu'ils n'avaient pas le choix, c'était la résistance, de créer des faux papiers et de sortir des gens et d'aller les emmener en fait en Suisse. Il y avait tout un centre d'hébergement Mosée-sur-Mignon à l'époque là-bas. Donc moi j'aime beaucoup cette histoire, et elle est quand même assez significative de ce moment-là. Et bon, au fur et à mesure des années, elle a évolué, et son objet et ses missions ont évolué. C'est à partir des années 70 à peu près que la CIMAD s'est mise sur l'accès aux droits des personnes étrangères sur le territoire. Et voilà, Moira a effectivement expliqué en partie nos missions, à savoir les permanences juridiques et administratives. On intervient aussi dans les centres de rétention pour accompagner les personnes, dans les prisons aussi.
Aussi, on intervient à l'étranger. On essaie de construire au maximum les solidarités internationales à l'étranger avec des pays en Afrique, etc. Et puis de la sensibilisation et du plaidoyer. On témoigne en fait de ce qui s'y passe, au niveau des réalités migratoires aujourd'hui. Je voudrais juste dire un mot peut-être pour préciser un peu l'environnement dans lequel les personnes sont accueillies. On peut débattre du terme. En France, c'est l'État et donc les services déconcentrés de l'État dans les départements qui organisent l'accueil. Et donc il y a plusieurs niveaux en fait. L'État délègue à des associations dites opératrices, on les appelle les opérateurs, type France Terre d'Asile, je pense que tout le monde connaît ce mot-là, ou ADOMA. Donc c'est ces associations-là qui gèrent les CADA, les centres d'accueil de demandeurs d'asile, les hébergements d'urgence de demandeurs d'asile, etc. Là, on parle bien de gens qui souhaitent avoir un statut. Il y a tout un tas d'ONG plus ou moins puissantes comme la CIMAD qui ont un rôle hyper important, parfois en relation avec ces opérateurs pour l'accès aux droits. Mais on peut en citer d'autres qui n'ont pas tout à fait le même rôle que vous, mais qui sont militantes, Secours populaire, Secours catholique, la Croix-Rouge, la Ligue des droits de l'homme, le GISTI. Bien sûr. Et puis, à un autre échelon, ça concerne peut-être certains d'entre vous, vous avez les collectifs citoyens qui ne sont pas forcément organisés en association. Dans le Maine-et-Loire, il y en a plus de 60 de collectifs pour l'accueil des migrants de tel village, vous voyez, et qui sont souvent en lien avec ces associations opératrices parce qu'ils proposent des hébergements, des choses comme ça. Et c'est là qu'on trouve des gens bénévoles qui sont investis sur le terrain et qui parfois, très souvent, se confrontent aux catégories du droit dont on parlait tout à l'heure et sont un peu désarçonnés quand quelqu'un, tu le disais, débouté du droit d'asile, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc il y a plus ou moins 3 échelons sur le territoire avec tout de même une gestion et un contrôle tout là-haut de l'État. Merci. Alors, je vais revenir un petit peu sur les shifters. Chez les shifters, on parle beaucoup de climat, d'énergie. On aime bien faire des bilans carbone, avoir des chiffres, des tableurs. Et du coup, ça m'amène à une question, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de type de migrants, mais aujourd'hui, on parle on entend dans les médias les migrants climatiques, on entend parler de flux qui ont l'air importants. Aujourd'hui, quels sont les mouvements qui existent? Est-ce que les gens arrivent à traverser les frontières? Est-ce qu'ils se déplacent à l'intérieur de leur pays? Quel est aujourd'hui l'état des lieux des gens qui se déplacent à cause du climat, à cause des catastrophes environnementales? Alors, je pense que déjà on peut expliquer un peu les 3 grandes... Il y a plusieurs causes qui font déplacer le niveau du climat, notamment en premier lieu tout ce qui est la montée des eaux. On sait aujourd'hui que, on ne sait pas exactement dans quelle proportion, mais on sait qu'il y a déjà des îles qui ont été submergées. Il va y en avoir de plus en plus. Donc premier facteur qui pousse pour des raisons environnementales à bouger. Le deuxième, ça va être tout ce qui est dégradation des sols, raréfaction de la ressource en eau, les sécheresses, etc. Quand on ne peut plus cultiver, on change d'endroit pour aller voir des terres où c'est possible. Donc voilà, et là-dessus, par exemple, il y a une énorme proportion de la population d'Afrique, par exemple, qui vit de l'agriculture de subsistance. En France aussi. En France, on a déjà des viticulteurs en Charente-Maritime là, qui, année après année, se demandent de plus en plus comment ils vont faire, en fait, et qui pensent à se reconvertir, quoi, parce que entre les grêlons, les gels, les mâches, voilà. C'est voilà, donc des questions, des problématiques déjà actuelles un peu partout. Et aussi des catastrophes naturelles. Donc ça, c'est très voyant, c'est les ouragans, les incendies, les vagues de chaleur, etc. Et ça, aujourd'hui, il y a déjà des millions de personnes, des dizaines de millions de personnes qui se déplacent pour ces raisons-là. En 2019, le chiffre, c'est à peu près 30 millions juste pour des catastrophes naturelles. C'est bien plus que pour des conflits. Et voilà, sachant qu'il y a aussi toutes les dégradations de l'environnement qui se font dans le temps et qui ne se voient pas. Une catastrophe naturelle, c'est voyant, il y a des dizaines de milliers de personnes qui s'en vont, on peut compter, c'est documenté, c'est facile, entre guillemets. Quand c'est l'érosion des sols sur la durée, des années, etc., qui, au bout d'un moment, poussent à migrer, on n'a pas ces chiffres. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a déjà beaucoup et ça va s'accélérer parce qu'on sait sur quelle trajectoire on est vis-à-vis du climat aujourd'hui. Donc voilà, pour
répondre un peu succinctement sur cette question. Oui, c'est les 3 facteurs hyper importants. Et pour aller dans le sens de ce que tu dis, effectivement, il n'y a que pour les catastrophes où on arrive à avoir des chiffres. Ça me fait penser, en 2018, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, avait fait une projection 2100, on parlait de projection, qui tablait, vous allez voir, en réunissant les 3 facteurs, entre 50 millions et 1 milliard de déplacés. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Autant dire entre 0 et tout le monde. Donc on ne peut pas tabler. Mais à cause de ce que tu as dit, effectivement, il y a les facteurs environnementaux. Il faut bien comprendre, on parle de migration environnementale à l'intérieur desquelles sont comprises les migrations dites climatiques. Donc on voit qu'il y a une grosse incertitude. Comment on peut se préparer à ces migrations qui vont certainement augmenter à cause des conditions dans lesquelles, des conditions environnementales? Comment les associations, les gouvernements peuvent répondre à ces flux et à ces annonces? On voit que le GIEC table sur des dizaines de millions de personnes qui vont devoir se déplacer. Quelle est la réponse des États? Et on parlera peut-être des associations. Comment se préparer à ces flux? La tendance, c'est pas du tout à se préparer à accueillir. On est dans un contexte où, ça a été dit aussi tout à l'heure, le mot migration, le mot immigré sont devenus des mots utilisés politiquement, manipulés pour inquiéter. Donc on n'est pas du tout dans une forme d'adaptation. L'adaptation, probablement, elle n'est pas à faire sur les migrations à venir, mais sur tout un système. Bon, c'est des phrases un peu faciles, mais sur changer de mode de vie, etc. Donc en ce moment, il n'y a pas lieu d'être très optimiste. On le voit partout en Europe, par exemple. Quand même, l'Union européenne, elle a été créée pour qu'il n'y ait plus de guerre et pour accueillir les gens qui souffrent à l'origine. Voilà. Et en 1997, traité d'Amsterdam, on commence à parler dans les traités de migration clandestine, de gens qu'il faut contrôler. Et puis depuis 1997, ça n'a pas cessé. Les traités européens, jusqu'à des politiques dites d'externalisation, c'est-à-dire de léguer à des pays tiers, des pays hors de l'Union européenne, comme au Niger par exemple, le contrôle des flux migratoires. Si on ajoute à ça, pour rester bien pessimiste, la montée des extrêmes, l'Italie, la Suède, la Hongrie depuis longtemps, des gens qui ont pris le pouvoir sur la thématique migratoire, le Brexit, c'est la même chose. Donc en stigmatisant les migrations et les personnes migrantes pour se faire élire, on ne peut pas dire qu'on soit dans une approche telle que tu poses la question, comment on va faire, quoi. Là, on est toujours dans le contrôle politique migratoire, si vous voulez, c'est égal à contrôle des migrations. Dans 80, je ne sais combien % des cas, une politique migratoire, quand elle est instituée aujourd'hui, c'est pas une politique d'accueil, quasiment jamais. C'est une politique de contrôle. Donc, contrôler toujours plus, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Effectivement, enfin, sur tes constats, les politiques migratoires sont vraiment là pour diviser, essayer au maximum de faire peur aux gens pour qu'ensuite les extrêmes puissent monter au pouvoir. Et les réponses qu'en tout cas on pourrait en tout cas envisager, que ce soit au niveau des États, c'est à la fois de s'adapter, en fait, d'anticiper, de s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, en fait, que ce soit sur le climat, enfin la transition écologique ou sur les migrations, en fait, il y a une vraie politique de l'autruche. On rejette la faute de la société ou de tout ce qui se passe aujourd'hui sur les migrants, sur ceux qui arrivent, alors qu'en fait, le problème, c'est déjà nos choix de société, nos choix de vie. Le capitalisme, en fait, qui aujourd'hui, c'est lui la plaie clairement dans tout ça. C'est pas les personnes qui fuient, en fait. Moi, c'est souvent ce que je raconte quand je vois qu'il y a des gens qui sont hostiles aux migrants. Je leur dis, ils me disent oui, mais ils ont tout ici, ils ont tout. Mais je
je leur disais, mais en fait, tu es en colère, je comprends ta colère. Mais ta colère, elle est pas orientée, elle est pas bien orientée, en fait. La colère, en fait, tu penses que c'est des personnes qui touchent 300 € avec une famille, en fait, qui sont demandeurs d'asile, qui te prend tout. Non, en fait, regarde un peu plus haut, regarde l'évasion fiscale, en fait. À un moment donné, regarde les chiffres, quoi, de ce qu'on pourrait récupérer avec l'évasion fiscale, par exemple. Et enfin, d'essayer d'arrêter de se faire instrumentaliser par ces politiques et ces discours médiatiques qui nous divisent, en fait, clairement, qui nous divisent toutes et tous. Et dans le film, en fait, on le voit aussi, hein, clairement, cette volonté de diviser, de régner cette peur pour que, là, dans leur petit monde tranquille, tout vert, tout se passe bien. Donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on change de paradigme toutes et tous et qu'on se soutienne, quoi, et puis qu'on se cause, en fait, parce que les gens ne se parlent plus. Soit t'es anti, soit t'es pro, soit t'es contre, soit t'es pour. Enfin, les gens se causent plus, quoi. Et que ce soit association, que ce soit personne, en fait, c'est serrer les coudes et de converger. Moi, je suis hyper contente de faire ce débat-là, parce qu'à la CIMAD, on est un peu tête baissée dans nos luttes, mais voilà aussi de faire un peu de convergence entre les mouvements écolos, les mouvements droits de l'homme, pour qu'on fasse front, quoi. Voilà. Oui, non, sur ce côté clivant, ça me fait penser à quelque chose. Je prends toujours la parole à moi, les universitaires, hein, faut pas les donner le micro. Hein. Non, mais c'est quand même très important parce que, et pas très optimiste malgré tout, si on regarde la politique européenne, donc qui est assez récente dans le temps, hein, ça fait quand même 25 ans que ça dure, le clivage, il est incroyable sur le dispositif Frontex, donc Frontex de contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. C'est assez intéressant quand on analyse, mais c'est un peu effrayant de voir à quel point ce dispositif-là, il clive. C'est-à-dire que pour les uns, ce que tu disais, pour les uns, il est accusé de tous les maux en Méditerranée, donc il y a des accusations graves, hein, d'être à l'origine de la plupart des morts en Méditerranée par trop de contrôle. Hein, on chasse les bateaux, des bateaux chassent d'autres bateaux, etc. De l'ultra-contrôle, qui vont jusqu'à ce que les gens risquent leur vie et voire la perdent. Et pour les autres, j'entends par là pour les nationalistes, ultranationalistes, c'est pas du tout suffisant, c'est la fameuse Europe passoire, carrément des mots comme ça. Donc c'est du tout au tout, et puis il y aurait peut-être une partie de la population européenne plus ou moins indifférente, mais c'est tout l'un ou tout l'autre. Donc c'est ultra clivant, donc on peut converger, on peut se parler, c'est un vœu pieux, mais c'est pas très rassurant à l'échelle européenne aujourd'hui. Bon, moi aussi, je prends une minute. Ouais, moi je rebondis. Je pense qu'effectivement, faut changer notre regard, faut casser ces clivages et il faut qu'on arrive à être main dans la main. C'est un peu comme la question des chiffres. En fait, peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a des situations face auxquelles faut s'adapter. En fait, de toute façon, face au réchauffement climatique, on a deux choix. Hein. Tu l'as très bien dit. On l'atténue ou on s'adapte. Côté atténuation, on n'est pas terrible. On n'est pas trop en bon chemin. Là, on prend pas de mesures fortes comme il faudrait, etc. Enfin, ça, le Shift Project en parle très bien. Et sur la question de s'adapter, on n'est pas terrible non plus. L'immigration, c'est une forme d'adaptation, on peut le rappeler quand même. Et là-dessus, je voulais quand même... il y a des exemples que je trouve un peu inspirants, alors qu'ils sont loin d'être la majorité, mais bon, c'est toujours sympa, un peu d'espoir. Il y a des pays, notamment le Vietnam, là, qui s'organisent parce qu'ils savent très bien que le détroit du Mékong, il n'est pas viable. Donc ils proposent dès maintenant aux populations de déménager, d'emménager sur les communes avoisinantes pour se mettre en hauteur, en protection. Bon, ça pose plein de questions, c'est difficile, c'est aussi leur faire perdre leur gagne-pain, etc. Mais bon, en tout cas, c'est des propositions de politique pragmatiques, tout simplement. Et dans le même genre, qui est assez phénoménal, il y a l'Indonésie qui déplace sa capitale Jakarta, parce que pareil, elle sait que elle va finir sous les eaux. Donc elle a déjà entamé un travail colossal de déplacer sa capitale, qui est donc son cœur économique et 30 millions de personnes. Voilà. Donc il y a quand même des États qui ne font pas l'autruche parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils savent qu'ils vont disparaître. Voilà. Il y a des pays aussi qui crient, qui cherchent une aide, notamment les Maldives. Les Maldives, ils savent très bien que ça va disparaître, qui vont se retrouver apatrides, donc sans nation.
Donc voilà, c'est des questions qui se posent et il y a déjà des pays qui s'adaptent qui essayent de trouver des solutions parce qu'ils sont menacés en fait. Merci. On a vu que les médias avaient un rôle important dans justement la vision que nous avons aujourd'hui de ces flux des migrants, parce que c'est eux qui donnent l'information. Est-ce que vous avez encore quelques mots sur les médias à nous partager et peut-être également, pour finir sur une touche positive parce qu'on arrive à la fin du débat, est-ce que vous auriez des imaginaires à partager, peut-être des choses qui ne sont pas forcément imaginaires, qui existent déjà, mais qui permettraient de changer les imaginaires et que vous aimeriez bien voir aujourd'hui dans les médias pour justement changer un petit peu la vision que nous avons? Oui, sur la dernière question, évidemment, moi, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on voit beaucoup les Antilles, on va dire, dans les médias, qui d'ailleurs savent très bien s'organiser. La part, c'est un cliché, hein, mais la part des réseaux sociaux dans l'information sur ces sujets-là, elle est énorme. Et là-dessus, les Antilles, on va dire, ont un temps d'avance. Je ne parle même pas du temps d'avance qu'ils ont sur le temps de la recherche que je peux représenter ici, où c'est très compliqué d'être chercheur, de passer 4 ans sur un projet quand ça va à toute vitesse, par ailleurs, l'information, les punchlines. Donc le point positif, ce serait de pouvoir, quand je vous parle de 60 collectifs citoyens, rien que dans le Maine-et-Loire, je ne parle même pas des grosses assos, hein, dans des villages, il y a de quoi médiatiser ça. C'est très peu... Donc, est-ce que c'est important que ce soit médiatisé? Au moins, ça a lieu sur le territoire. Mais c'est vrai que c'est très peu visible. Après, je pense qu'il ne faut pas faire haro sur les médias tout le temps. Bon, il y a des médias qui émergent, notamment en France, qui sont terribles hein, et qui sont très populaires. Pour revenir à la toute première question, les médias renforcent l'image du profil du migrant tel qu'on l'a en tête aujourd'hui en Europe et dans un pays comme la France. C'est-à-dire la figure du migrant, ça va être plutôt un homme jeune. On ne s'en sort pas depuis 1945 de ça. Un homme jeune, africain, qui traverse la Méditerranée, plutôt en âge de travailler. Cet homme jeune-là, africain, subsaharien ou maghrébin, il existe, hein, bien sûr. Mais à l'échelle mondiale, il n'est pas représentatif. Aujourd'hui, un migrant sur 2 est une migrante dans le monde. Donc voilà. Donc moi, le point positif, ce serait insister sur tous ces gens qui agissent localement. Et on les voit peu. On les voit, mais on les voit beaucoup moins que ceux qui agissent contre. Sur les médias, en tout cas, moi, je pense qu'il y a une vraie émergence de médias indépendants aussi, qui font vraiment du très très bon travail et ça donne espoir en fait dans les médias et pas les médias populaires. Malheureusement, c'est pas ceux qui sont le plus lus, mais c'est à nous aussi de diffuser en fait, d'aller transmettre aussi à nos copains, notre famille. Toutes ces informations pour qu'ils aient aussi un autre regard et puis de parler ensemble. Et moi, sur l'imaginaire, oui, je suis une grande utopiste, peut-être un peu trop, mais sur le changement de paradigme, moi, je suis persuadée que là, en ce moment, on est dans le moment un peu où le conjoncture, soit le monde il pète d'un côté, soit il pète de l'autre. Et je pense qu'il va péter du bon côté. En tout cas, j'ai espoir qu'à un moment, il va y avoir une convergence et que les gens vont se rassembler et vont arrêter de se faire instrumentaliser. Mais j'y crois particulièrement. Mais voilà. Moi, en mot de la fin, je pense que je voulais faire un petit parallèle avec le film, qui était quand même notre support d'échange, notre excuse pour parler de ces sujets. Moi, dans le film, ce que j'ai vu notamment, tu l'as très bien dit tout à l'heure, Élodie, c'est que c'est un film qui parle d'espoir et dont en fait on a un personnage qui est au début hyper apathique, hyper égoïste, parce que complètement désespéré en fait, et qu'à partir du moment où il y a de l'espoir, ça y est, il perd cette apathie, il perd son égoïsme, et il y a quelque chose qui le transcende et qui le porte. Et moi, ce que je trouve chouette, c'est que on n'a pas une fatalité avec une stérilité générale aujourd'hui, quoi. On a un problème qui est de taille, mais il y a des solutions. On sait comment faire. Respecter la trajectoire des 2 degrés, ouais, c'est compliqué, ça demande du boulot, ça demande des efforts, ça demande de changer. C'est dur de changer, mais c'est faisable en fait. Et voilà. Et allons chercher dans tous les médias, aller auprès de nos voisins, dans tous les médias indépendants que tu citais, auprès de nos voisins, toutes ces solutions qui existent en fait. Et allons-y. Et voilà.
Merci beaucoup. On va passer au temps d'échange, aux questions. Donc si dans la salle, des personnes ont des questions, n'hésitez pas à lever la main. On a une question sur la gauche, une en bas au milieu, et peut-être une sur la droite, mais j'ai la lumière dans la tête. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour la qualité de vos échanges. Moi, j'ai une question. Je voudrais revenir un peu sur l'aspect politique. Je ne suis pas un grand expert sur ces sujets-là. On sait tous que finalement, les chiffres le disent, il y a peu d'expatriés, il y a peu de migrants qui arrivent en France. En plus, ce sont des gens éduqués, instruits, ce sont des gens qui pourraient travailler, trouver leur place très facilement, mais on voit que les États ne font pas ce qu'il faut pour les accueillir. Il faut des centaines d'associations, de collectifs pour s'occuper d'eux. C'est quand même un petit peu choquant, enfin vous le savez mieux que moi. Donc moi je me pose la question, peut-être que vous pourrez avoir des éléments de réponse, qu'est-ce qui fait que les gouvernements en général au niveau européen soient si mauvais sur l'accueil des migrants? Bon, il y a des pays qui étaient un peu moins mauvais que d'autres, je pense en Scandinavie, peut-être en Allemagne. Bon, ils sont en train de changer, malheureusement. Donc, ils nous disent toujours... bon, il y a tous les aspects flatter les lecteurs de droite, d'extrême droite. Bon, on sait qu'il y a peur de l'étranger, etc. Ça, vous en avez beaucoup parlé. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on ne peut pas espérer un jour un gouvernement soit un petit peu plus compréhensif à l'égard des migrants? Et... qu'en est-il de cette autre excuse qu'on entend souvent, qui est l'appel d'air? Si on les accueille dignement, il va y en avoir plein, on va être submergé. Est-ce qu'il y a eu des études? Est-ce que vous avez un avis sur ce sujet de l'appel d'air et sur la prise en compte politique en général? C'est à la fois une des questions que vous posez et vous faites des commentaires aussi. Oui, alors quand vous dites qu'il y a peu de migration, de migrants qui viennent en France chaque année, c'est pas complètement vrai non plus. C'est quand même un flux migratoire qui est assez conséquent. J'en profite, puisqu'on parlait chiffres, pour vous dire que depuis quelques années, alors il y a eu le Covid, mais d'ailleurs on pourra en parler, sur les 200 et quelques mille entrées, on va dire, annuelles en France, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, hein, c'est que dans ces chiffres-là, les Français qui ont passé un an à l'étranger et qui reviennent font partie de ces chiffres. Donc à chaque année, c'est à peu près un tiers des migrants qui viennent en France qui sont des gens qui rentrent au pays, et ça n'est jamais cité, soit dit en passant, donc ça va un peu dans votre sens finalement. Les gens qui viennent des pays tiers, ils ne sont pas très très nombreux. Bon, après, vous avez un peu répondu à la question. Pourquoi ces politiques-là? Il y a eu une politique d'ouverture en Allemagne à un moment donné qui était tout à la faveur d'Angela Merkel. Je pense qu'il y avait une vraie volonté humaniste, mais on sait très bien qu'il y avait un côté utilitariste aussi, parce que démographie déclinante en Allemagne et manque de main-d'œuvre. Ça fonctionne aussi comme ça. Il y a des gens qui sont indésirables. Il ne faut pas négliger l'impact énorme, et puis après, on peut l'entendre, hein, du terrorisme sur les opinions publiques. Alors, c'est pas moi qui vais faire un lien direct entre les deux, mais ce lien, il est fait. Il y a une peur aussi des gens qui se disent, si on laisse rentrer des tas de gens, parce que le migrant qui est ciblé, c'est le... Il faut dire les choses. Si je donne un profil, c'est le migrant musulman, hein, principalement. Et donc, il y a eu ces événements-là qui jouent sur les opinions publiques et qui attisent les peurs, etc., qui sont elles-mêmes attisées par certains médias, on l'a dit, et par les politiques. Considérant aussi que en interne, il y a d'autres soucis, c'est toujours les mêmes arguments, qu'il y a bien assez de chômeurs comme ça, qu'on ne peut pas prendre en charge toute la misère du monde, même si tu l'as dit, c'est peut-être pas un privilège de riche quand même de migrer, mais les plus pauvres ne se déplacent pas. Donc, je ne sais pas quoi vous répondre en fait, si ce n'est que quand même la politique de l'Union européenne en matière de migration, c'est vraiment une mauvaise surprise. Enfin, surprise, c'est pas vraiment une surprise, mais telle qu'elle évolue depuis 25 ans,
Je me demande si ceux qu'on appelle les pères fondateurs quand même se retournent pas un peu dans leur tombe avec ce qu'on voit aujourd'hui en matière d'externalisation, d'accords de réadmission. Un accord de réadmission, on tend à appeler ça un accord d'expulsion, bilatéraux entre États et avec l'Union européenne et d'autres États. Donc, je n'ai pas la réponse à votre question, je ne suis que dans le constat en fait de ces choses-là. Quant à l'appel d'air, non, il n'y a jamais eu vraiment de preuve que ça fonctionne comme ça. Moi, je m'excuse, je prends la parole longtemps, puisqu'on est dans l'agglomération nantaise. Je peux parler d'un public que je connais très bien, les Roms en situation de migration. Effectivement, quand le CHU à Nantes a ouvert ses portes, on peut dire comme ça, au début des années 2000, à ces publics-là, les gens sont venus pour se faire soigner. En proportion, hein, c'est la ville de France où ils sont certainement plus nombreux par rapport à la population totale. Il y a eu des phénomènes qu'on pourrait un peu qualifier d'appel d'air, de gens qui sont constatés que les familles ont pu vivre sur le territoire. Ces gens-là, en France, ça fait 30 ans qu'ils sont 20 000. Certes, 2000 rien qu'à Nantes, mais voilà. Donc il est où l'appel d'air c'est d'abord un argument politique. Pardon, je parle très longtemps. On peut passer à une autre question. Oui, donc je vais poser une petite question, mais est-ce que l'émigration ne pourrait pas se concevoir en fait même à l'intérieur du pays, enfin un pays comme la France qui a des DOM et des parties qui sont très loin. Il y a quelques années, j'habitais à La Réunion. C'est une île où finalement il n'y a plus beaucoup de surface pour cultiver. Ils sont à 860 000 personnes aujourd'hui, et dans quelques temps, les politiques pensent passer le million de personnes, mais avec des difficultés d'approvisionnement ou différents autres. À l'occasion d'une guerre, c'est arrivé lors de la Première Guerre mondiale où l'île était isolée. Il y aurait des possibilités que la population ne puisse plus être sustentée sur l'île et qu'il faille en envoyer des grandes parties, des milliers voire des centaines de milliers de personnes de retour sur le continent. Et dans ces cas-là, la prise en charge de ces personnes, ça pourrait être anticipé ou c'est le genre de choses. Est-ce qu'on est prêt, en fait, en France, à accueillir des personnes en masse, à l'échelle de dizaines, de centaines de milliers de personnes? Voilà, je finis. Alors, sur les migrations intra-France, pour répondre déjà là-dessus, effectivement, il va y avoir déjà au niveau de la France des migrations, des déplacements à l'intérieur même du pays. Mais en fait, peut-être qu'un Français aura peut-être envie d'aller, je ne sais pas, moi, en Suède, hein, on ne sait pas. Tu vois, ça va pouvoir peut-être être un peu plus loin qu'intra-France, mais sinon, ils anticipent déjà un petit peu, en tout cas sur le territoire côtier, parce que depuis très peu, il y a un décret qui est sorti, je crois que c'est avril 2022, un décret sur l'érosion côtière, en fait, avec une liste de communes. Vous pouvez regarder les listes de communes qui sont concernées par cette érosion côtière. Et il y en a beaucoup, beaucoup en France. Et en fait, il y a des mairies qui ont décidé du coup, d'exproprier en fait des personnes qui étaient sur la côte, qui vont subir cette érosion, mais au prix du marché. Et il y a des communes qui ont décidé que ça coûtait trop cher de faire ça, et du coup, je fais l'autruche. Et donc, c'est intéressant. Voilà, déjà, rien que là, en ce moment, ils sont déjà en train d'anticiper. Il va y avoir la hausse du niveau des mers, donc il va y avoir des parties des îles, notamment françaises, qui vont probablement en partie être submergées. Et après, non, la France, mais en fait, on se dit tous, la France va prendre tout, mais non, en fait, le globe, il est grand et les pays sont immenses, et en fait... remettons aussi un peu de justice, rien qu'au niveau, à l'échelle européenne, on pourrait, en fait. Et puis, il y a des gens, ils ne vont pas forcément partir, en fait, ils vont peut-être se déplacer eux-mêmes au sein de leur pays. Ce n'est pas des chiffres de millions, de milliards qui vont arriver sur le territoire français ou européen. En fait, les gens, ils vont essayer de migrer comme peut-être des parties de Français ou Françaises qui seront touchés par le réchauffement climatique
à l'intérieur, en fait. On va peut-être migrer peut-être plus sur le Limousin. Peut-être ça va devenir la ville exotique. J'en sais rien, mais en tout cas, là-dessus, non, tout le monde ne va pas venir sur le territoire français. Et donc, ça, c'est encore un idéal un fantasme qu'on est en train de se mettre, alors que les gens, ils vont bouger partout et on y arrivera. Enfin, il faut aussi que nous, Français et Françaises, en tout cas occidentales, on prenne aussi un peu notre part, en fait, hein, de cette responsabilité, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est qui pollue ? Je suis désolée, mais quand on regarde les bilans carbone, vous le savez sûrement mieux que moi, mais un Américain, c'est à plus de 18 grammes, je crois, au niveau des bilans. Hein, de tonnes, pardon, oui, pas grammes, de tonnes. Sur un Français, c'est une dizaine, et un Africain moyen, c'est 1,6, je crois, un truc comme ça. Enfin, j'ai envie de dire, et c'est qui va être touché ? C'est quand même particulièrement les pays du Sud, l'Asie et l'Afrique. Donc, on peut aussi, à un moment donné, c'est comme si, une fois, j'avais pris cette image, l'image d'une glace, en fait. J'aurais pas la glace toute avec 3 boules dessus, j'en aurais peut-être plus qu'une avec mon cornet, mais je vivrais toujours bien, en fait. Mais j'aurais partagé une partie de ma glace et de mes boules de glace avec d'autres. Voilà. Ça me donne envie de rebondir. Je pense que la question, est-ce que la France est prête ? En fait, la France fait l'autruche. Et les politiques migratoires de la France ne sont absolument pas liées à une réalité physique, mais purement à des questions idéologiques, en fait. Et ça répond un peu aussi pour répondre à votre question un peu, non, aujourd'hui, on n'est pas prêt. En fait, on a un regard qui est porté sur l'étranger, vu comme un ennemi ou éventuellement un intérêt économique. Donc clairement, on va dans le mur, en fait, et que ce soit. Et je pense que d'ailleurs, quand on va avoir des gens de France non métropolitaine qui vont arriver, on va être aussi accueillant qu'avec des personnes non françaises, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi cette facilité c'est une espèce de réflexe de protection, en fait, de vouloir fermer ses frontières. Et c'est une politique de l'autruche qui ne fonctionne pas. Et ça me donne envie de rebondir sur l'appel d'air. Encore une fois, on migre pour plein de raisons. On ne migre pas parce qu'il y a un pays qui est réputé hyper accueillant. Personne ne viendrait en France si on migrait pour ces raisons-là. Donc, et d'ailleurs, on n'arrête pas de migrer sous prétexte qu'il y a un mur. Aujourd'hui, il y a un pays sur 3 dans le monde qui a un mur, qui a une frontière murée. Ça n'a pas d'impact, en fait, sur les chiffres de la migration, quoi. Ce serait oublier pourquoi on migre. C'est-à-dire que quand on fuit une région parce que notre vie elle est en danger, parce que qu'on a une raison qui nous contraint de fuir, on n'y va pas, certainement pas pour des allocations, et voilà, on n'y va pas malgré les politiques migratoires qui sont instaurées. Et les pays ont tout intérêt, par contre, à eux être pragmatiques et réussir à accueillir, quoi. Je reviens quand même à la question de monsieur tout à l'heure, ça fait le lien aussi. Il n'y a jamais vraiment eu de bonne volonté d'accueil. Hein. Ce que tu disais là, c'est en gros l'ethnocentrisme, hein, le nous par rapport au eux, ça a toujours existé. Puis après, les migrations se succèdent et puis on accepte les migrations les plus anciennes. Il faut voir ce qu'ont entendu les Italiens, les Portugais à une époque, des gens indésirables, voleurs, inassimilables. Et aujourd'hui, on les présente comme des gens qui, au moins, ont migré pour travailler, étaient des bons migrants. Et puis, on a le même discours aujourd'hui avec les vieux maghrébins, première génération, qui ne sont pas comme leurs descendants, etc. Et donc, il y a quand même un jeu politique derrière, parce que souvent, moi, j'entends dire que l'Europe ou la France ont beaucoup accueilli dans les années 50, 60, 70, il y a eu les boat people, etc. C'était aussi dans un contexte de clivage politique entre l'Est et l'Ouest, entre Moscou et l'Occident. Il ne faut pas l'ignorer, ça. À un moment donné, on a donné le droit d'asile à tout le monde. C'était pour montrer face à... Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de retomber un peu là-dedans ? Aujourd'hui, face à l'Union soviétique, pour montrer à ces pays-là qu'ils pouvaient venir, qu'ils étaient accueillis, etc. Donc, tant mieux pour les personnes qui ont été accueillies. Mais il y avait une dimension politique forte. Vous interrogiez les politiques, mais là, c'est la politique, en fait. Et les politiques d'accueil, quand elles ont eu lieu, il y avait une dimension géopolitique hyper forte toujours. Et aujourd'hui,
Alors, en ce moment, il se passe quand même quelque chose de très particulier. On n'est plus dans ce contexte-là, malgré tout. On n'est plus dans ce contexte où l'accueil, pour l'Europe, par exemple, peut être un argument politique face à une autre puissance. Sauf, évidemment, pour les Ukrainiens en ce moment, où l'Union européenne fait valoir, et tant mieux pour les gens qui fuient la guerre, hein, c'est pour ça que je veux dire, fait valoir qu'ils sont les bienvenus chez nous face à quelqu'un qui fait n'importe quoi par ailleurs. Donc on a cet exemple-là. Mais d'une façon globale, c'est terminé quand même, à voir à la suite, cette période-là où les politiques d'accueil ont existé très largement. Hein, dans la fin des années 70, ce qu'on appelait les people, c'était quand même des centaines de milliers de gens. Tant mieux pour les personnes accueillies, j'insiste, mais d'abord dans un contexte géopolitique de puissance contre puissance. Et ça, on revient à ce qu'on a dit au début sur les effets de la mondialisation. Je vous propose de rejoindre les intervenants à l'espace de convivialité qui est dans le hall du cinéma. Comme ça, vous pourrez, pour les timides, vous pourrez continuer quand même à poser des questions et à échanger avec eux. Et puis, vous retrouverez là-bas de quoi grignoter un petit peu pour ceux qui ont faim comme moi. Merci beaucoup.